OK. Donc, allô, Stéphanie. Je vois que Stéphanie est en ligne. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, Guillaume, à toi, midi Yes. 32, à toi la parole. Bon, fait que bonjour tout le monde. Moi, c'est Guillaume, là. On se connaît déjà, mais pour les gens qui ne me connaisseraient pas, c'est Guillaume Pépin. Je suis médecin résident en médecine de famille là, en deuxième année à l'Université Laval. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un article là, qui a été publié récemment dans le British Journal of Sports Medicine. Il a été publié en février 2023. Euh, c'est une méta-analyse là, qui vient étudier la relation entre les activités physiques non occupationnelles puis les risques cardiovasculaires, de cancer, sur la mortalité. Donc, pour changer de... OK. Fait que le plan de la présentation, je vais juste reprendre quelques objectifs. On va reprendre des définitions juste pour être sûr qu'on parle tout le même langage. On va faire une petite introduction, un peu d'informations sur le background des bénéfices qui sont déjà connus. On va repasser les recommandations actuelles, puis après ça, ben, on va vraiment se lancer dans l'article, on va voir les résultats, puis on va faire une petite conclusion là, à la fin. Fait que les grands objectifs de ma présentation, c'est vraiment de réviser les impacts de la sédentarité sur la santé, revoir les recommandations d'activité physique actuelles, décrire la relation entre l'activité physique, plusieurs maladies chroniques puis la mortalité, puis finalement ben, de consulter les connaissances en matière de bénéfices sur l'activité physique sur la santé. Euh, c'est vraiment une méta-analyse qui va probablement venir consulter de l'information que vous aviez déjà eue. Je ne pense pas que je vais vous apprendre rien de nouveau en soi, mais ça va être intéressant quand même. Euh, j'ai une petite erreur de frappe là, fait que pour les définitions, euh, pour les MET, probablement que vous avez déjà tous entendu parler de ça. Un MET, c'est un Metabolic Equivalent of Task, donc un équivalent métabolique. Donc, un MET, ça équivaut au taux, le taux d'énergie qu'on utilise de base, là. Fait que quand on est au repos, on ne fait rien, ben, on dépense à peu près un MET. Une nouvelle notion qu'on n'a peut-être pas, c'est la notion de marginal MET. Ça, c'est une notion qui est introduite dans l'article pour permettre de mieux évaluer la quantité d'activité physique non occupationnelle. Fait qu'un marginal MET, c'est quoi? C'est le taux de MET qu'on fait pendant une activité moins le taux métabolique de base. Euh, je vais vous montrer un exemple de calcul tantôt là, pour que ça soit peut-être un peu plus clair. Euh, la notion de PIF, donc Potential Impact Fractions, c'est une notion qui est utilisée surtout dans une visée de santé publique pour nous faire voir ben, si tout le monde atteignait les recommandations, combien de personnes est-ce qu'on pourrait. Ben, ça serait quoi la réduction des risques finalement sur les différents outcomes? Ça aussi, je vais repasser là, quand je vais présenter les résultats. Après ça, il y a des notions peut-être un petit peu plus évidentes, là, mais person years, c'est le nombre de personnes dans les études fois le nombre d'années qui ont été suivies. L'inactivité physique, ben, c'est décrit comme étant un niveau moindre que les recommandations actuelles. Puis finalement, là, on ne voit pas bien, là, mais le non-occupational physical activity, ça représente toute l'activité physique qu'on fait en dehors du travail. Donc, autant dans les transports, autant dans la vie des activités domestiques, mais aussi pour les activités de type leisure, là, donc l'activité organisée, si on veut. Ça, c'est un exemple du calcul de marginal MET. Euh, euh, dans l'article, dans le fond, ils décrivent la cible minimale d'activité physique comme étant 3,5 marginal MET. Le 3,5, il vient de où? Ben, c'est comme notre activité modérée qui est entre 3 et 6 MET. On prend la moyenne de ça, ça fait 4,5. Puis là, on vient enlever le MET de base, là, donc 1 MET de repos. Fait que ça nous donne un 3,5 mètres. Puis là, ben, selon les recommandations, fait que c'est fois 2,5 heures ou 150 minutes. Ça nous donne à peu près 8,75 marginal mètres par heure par semaine, qui seraient les recommandations de base actuelles. Euh, Ça, c'est un tableau qui nous permet de voir les équivalences entre les METs, la sensation que le patient ressent lorsqu'il fait l'exercice. Puis ça nous donne aussi quelques exemples d'activités physiques que les patients peuvent faire pour essayer de quantifier un petit peu le nombre de METs qu'ils font. La région qui nous intéresse surtout, c'est la région modérée à élevée.
parce que c'est celle qui est recommandée là, dans les recommandations d'activité physique. Fait que la région modérée, ça correspond à 3 à 6 mètres, comme je disais tantôt. Puis la région élevée, ça va venir correspondre à 6 à 9 mètres d'activité physique. Pour l'étude, comme j'ai mis en haut à droite, ça va vraiment, pour l'activité faible, ça va être 1,5 marginal mètre, modéré 3,5, puis élevé, ça va être 7. Ça peut être intéressant, j'ai mis dans mes références un lien pour le Compendium of, le titre, je ne le vois pas en ce moment, là, mais of Physical Activities. Ça nous permet de voir pour chaque type d'activité physique, ça équivaut à combien de mètres à peu près. Là. Ce tableau-là peut être utilisé pour guider nos patients là, quand on essaie de leur dire essayer de faire tel temps d'exercice. Ça, c'est les bénéfices déjà connus de l'activité physique. Donc, on voit une réduction là, de ces différentes valeurs-là, fait que l'hypertension, du diabète, des maladies cardiovasculaires, d'AVC, de cancer du côlon. Il y a aussi des bénéfices sur la santé mentale, puis finalement sur les décès prématurés. Fait que ça, c'est un petit peu un background. La situation actuelle au Canada en termes d'inactivité physique, il y a un document qui a été publié là, par l'OMS en janvier 2023 qui passe chaque pays, en fait, là, pour savoir on en est où en termes d'inactivité physique et les conséquences que ça a sur la santé, sur l'économie. Pour le Canada, ici, on voit sur le diagramme de gauche la section rouge qui représente le nombre de mortalités en lien avec les maladies cardiovasculaires. Puis en bleu foncé, on a les mortalités en lien avec le cancer. Quand on combine les deux ensemble, on voit que ça dépasse clairement le 50% de mortalité au Canada. À noter que ce diagramme-là n'implique pas les maladies transmissibles. Là. Fait que pour certains pays, ça va devenir plus important. Donc, l'étude que je vais vous présenter, ça se penche justement sur les deux catégories les plus élevées, là, donc de cardiovasculaire et de cancer. Dans le diagramme du milieu, on voit la prévalence de l'inactivité physique au Canada. Vu que l'article se concentre plus chez les adultes, donc chez les 18 ans et plus, j'apporte votre attention sur cette section-là. On voit qu'il y a à peu près 26 à 31% des gens qui seraient considérés comme inactifs là, au Canada actuellement, ce qui est quand même assez significatif. Finalement, à droite, une donnée que je trouve intéressante, c'est les coûts qui sont associés à ces maladies non transmissibles. En termes d'années au Canada, on est dans les environs de 420 millions de dollars. Fait que c'est sûr que ça devient intéressant quand on peut diminuer ces coûts-là également. Puis ça, c'est des données qui peuvent être utilisées, entre autres, pour quand on veut faire des changements au niveau des politiques, puis tout ça, là, ça peut être intéressant. Il note aussi toutes les mesures qui sont en place dans chaque pays. Ici, on a celle du Canada. Si je résume rapidement, les points foncés que vous voyez à côté de chaque catégorie, je ne sais pas si j'ai ma souris ici, mais ces points-là ici, c'est toutes des catégories qui sont atteintes au Canada. Fait qu'on voit quand même, on atteint beaucoup de critères là, qui favorisent l'activité physique actuellement. Il y a encore quelques petites choses à améliorer, comme la promotion de l'activité physique dans les lieux de travail ou dans les milieux de child care là, pour la petite enfance. Fait que ça, c'est encore une fois des choses qui peuvent être adressées quand on parle de santé publique, surtout. Là, je voulais repasser sur les nouvelles recommandations de l'OMS de 2020. Je ne sais pas si tout le monde a eu la chance de les voir. Puis je voulais voir peut-être si vous étiez capable de les nommer, en fait. Là. Fait que c'est un petit pop quiz pour les gens qui mangent Par pas. rapport au précédent, est-ce que vous avez au fait un changement? Oui, effectivement. Fait que, je vais vous les montrer. Là. Fait que, les recommandations vraiment de base, là, c'est la section en haut ici à gauche. Fait qu'ils recommandent au moins, c'est ça, 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée, mais c'est de 150 à 300.
Puis quand on parle d'activité plus vigoureuse, ben, c'est de 75 à 150 minutes. Ça nous donne à peu près le même nombre de mètres en fin de compte, là. Puis ça peut être une combinaison d'activités modérées puis vigoureuses, là, évidemment. Ça, c'est vraiment le minimum. Ce qu'ils viennent apporter, c'est qu'il y a des bénéfices additionnels quand on dépasse ces recommandations-là. Puis aussi, comme Françoise a dit, ben, quand on vient rajouter des exercices de renforcement musculaire. Fait qu'ils recommandent au moins 2 journées par semaine. Moi, la section que je trouve vraiment intéressante puis que j'ai repris en fin de présentation, c'est vraiment cette section qui est ici, qui stipule que ben, faire de l'activité physique, même si on n'atteint pas les recommandations, on voit déjà des bénéfices. Puis je pense que ça, c'est intéressant quand on conseille nos patients. Tu sais, les gens qui disent, ben moi, 150 minutes, c'est peut-être difficile. Ben, le but, c'est peut-être, pour certaines personnes, ça ne va peut-être pas d'atteindre ces recommandations-là, mais au moins de les activer un petit peu pour qu'ils sortent de la zone d'inactivité. Ça, c'est un graphique qui montre un peu les données précédentes en termes de mortalité, de diminution de mortalité en termes de MERTS par semaine. On voit que les recommandations actuelles là, de 150 minutes d'activité physique sont représentées par la flèche verte ici. Fait que ça diminue d'à peu près 31% la mortalité quand on atteint ces recommandations-là. Fait que c'est assez important. Ce que je voulais vous montrer avec ce graphique-là, c'est aussi que, ben, d'une part, dans les études précédentes, ils utilisent vraiment des relations linéaires, là. Fait qu'on voit que d'un point à l'autre, c'est vraiment des lignes droites, ce qui va être différent dans l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais c'est aussi que, passer un certain niveau d'activité physique, les bénéfices sont beaucoup moins clairs. Puis même que ça pourrait peut-être même augmenter les risques de mortalité. Mais ça, on n'a comme pas assez de données là, pour vraiment pouvoir stipuler des recommandations. Si je reviens à l'étude, ben, avant l'étude, qu'est-ce qu'on savait? Ben, c'est qu'un plus haut taux d'activité physique diminuait, comme je vous disais, là, les taux de mortalité puis l'incidence des maladies chroniques. Il y avait une difficulté dans les études précédentes à établir une courbe de dose-réponse. Fait que, quand je vous montre une courbe avec des linéaires comme celle-ci, ben, notre étude va venir travailler là-dessus. Puis ensuite, ben, comparé aux autres études, il y a peu d'études dans le passé qui utilisaient l'activité physique non occupationnelle. Fait qu'il y a beaucoup qui incluaient l'activité physique au travail. Puis ce qu'ils décrivent dans l'article, c'est que ces mesures-là sont peut-être moins fiables. Les gens ont tendance à moins bien les rapporter, là, combien d'activités physiques ils font pendant leur journée. Les trouvailles plus importantes, je vais juste fermer la petite bulle, de l'étude, ben, comme je vous disais, même les gens qui atteignent la moitié des recommandations actuelles voient une diminution de leur risque de mortalité, de maladies cardiovasculaires et de cancer. La moitié des doses recommandées, encore une fois, on pourrait réduire jusqu'à 1 décès prématuré sur 10. Fait que c'est quand même assez significatif. Puis finalement, ben, l'étude que je vous présente, c'est la première qui établit une relation dose-réponse pour 9 différents types de cancers, que je nommerai pas toutes. Pour les méthodes de l'analyse, ben, ils ont inclus des études de cohorte prospective qui avaient au moins 10 000 sujets chez des personnes qui sont adultes, donc toutes 18 ans et plus. Ils demandaient au moins 3 catégories d'activité physique, donc niveau d'exposition. Fait que ça veut dire faible, modéré, élevé, ou 3 différents paliers de METS, ou au moins 3 catégories. Ils voulaient évidemment avoir une mesure du risque et d'intervalle de confiance. Puis les outcomes, ce qu'ils regardaient, ben, c'est la mortalité de toute cause, les maladies cardiovasculaires, donc l'incidence et la mortalité, puis même chose pour le cancer. Ils ont identifié des cancers qui auraient été précédemment identifiés comme étant plus répondants à l'activité physique, là. Fait qu'ils n'ont pas pris tous les types de cancers, mais ils ont essayé de cibler ça un peu. Les critères d'exclusion, ben, c'est les conditions préexistantes. Je m'excuse, j'ai une petite faute de frappe. Fait que les gens qui ont du diabète, de l'hypertension, les personnes qui étaient hospitalisées, ça a toutes été des études qui ont été exclues. Ils demandaient au moins un suivi de 3 ans. Puis on exclut aussi les études où l'activité occupationnelle était impossible à séparer de l'activité physique non occupationnelle. Puis il demandait au moins que ça inclue de l'activité de leisure activity, là, fait que l'activité organisée, si on veut, pas juste, mettons, du transport actif ou des choses comme ça. Pour ce qui est de l'amplitude de l'étude, puis c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est une des plus grosses méta-analyses sur le sujet à date.
Donc, il incluait 196 articles, donc 94 cohortes, puis plus de 30 millions de participants. Fait que c'était jusqu'à 17 fois plus important pour les mortalités de toute cause que les méta-analyses précédentes, puis 7 fois plus important en termes de nombre de décès dans les analyses. Puis pour 17 des 22 résultats, c'était la plus grosse analyse, là. Fait que c'est quand même une étude de grande envergure. Ce qui leur a permis d'avoir une étude aussi ample, c'est l'harmonisation des données qu'ils ont faites. Fait que la transformation de la quantification d'activité physique en marginal MET, ce que je vous disais tantôt. Fait qu'ils ont adapté tout ce qui était les études qui disaient nous, le patient, il stipule avoir fait de l'intensité modérée, eux, ils le transformaient en marginal MET. Tout ce qui est les études qui parlaient de kilocalories, par exemple, ils le transformaient en marginal MET. Fait que ça nous permettait d'englober plus d'études de cette façon-là. Dans cette harmonisation-là, je voulais vous en parler parce qu'il y a quand même une conversion qu'ils ont faite qui n'est pas une donnée exacte, là. Fait que, mettons, pour une activité physique où il n'y avait pas de fréquence, de durée et tout ça, ils établissaient des chiffres eux-mêmes. Fait que, mettons, une activité physique, c'était 0,75 heures, par exemple. Ils ont quand même fait des analyses pour savoir si ça pouvait venir jouer sur les données. Puis ils ont conclu que ça ne faisait pas une différence significative s'ils allongeaient, diminuaient la fréquence puis l'intensité, là. Fait que ça ressemble à ça. Ici, je vous ai montré un tableau de la distribution des participants pour les cohortes qui ont été inclus pour la mortalité de toute cause. C'est un tableau qui n'est peut-être pas évident à analyser. Là, j'avais essayé de mettre des petites lignes qui sont assez discrètes ici, là. Dans le fond, l'axe des Y, c'est le nombre de personnes. C'est comme un rapport, si on veut, là. Fait que le plus haut, c'est comme le plus haut nombre de personnes. L'aire sous la courbe, là, la région plus rosée ici, ça va représenter la population totale. Puis sur l'axe des Y, on a les marginal METs. C'est plus facile si on utilise les données du bas, là. Fait que la médiane des gens dans cette population-là faisait à peu près 10,5 METs par semaine. Puis en tout cas, le 25e percentile, on voit que c'est 2,4 METs. Fait que quand même une grande proportion des gens qui ne font pas beaucoup d'activité physique. Puis 75% des gens étaient inclus là, dans 22,5 mètres et moins. Fait que c'est pour ça que quand on sort des données, quand on va dans des personnes qui font. Parce que le maximum, c'est 130 mètres. Là, on a moins de données, on est moins capable d'établir des recommandations ou des résultats. Pour ce qui est des résultats, fait en premier, ils ont réussi à établir une relation dose-réponse curvilinéaire. Vous allez voir dans les graphiques que je vais vous montrer tantôt, mais c'est vraiment une courbe continue là, qu'on va avoir. Pour ça, ils ont utilisé des méthodes statistiques que je n'irai peut-être pas super en détail pour vous expliquer, mais si vous avez des questions, là, ça va me faire plaisir d'essayer d'y répondre. Dans cette relation-là, ils ont vu que les plus petits niveaux d'activité physique avaient une association plus forte. Fait qu'en début, là, mettons, les gens qui faisaient juste 4,5 marginal METs, c'était plus clair l'association, puis quand on s'éloignait, ça devenait moins clair. Puis, ils ont noté une association plus forte entre la mortalité de toute cause et les maladies cardiovasculaires versus la mortalité liée au cancer, là. Ça, c'est une partie des résultats en chiffres. On ne va pas tout repasser là, parce que c'est un peu indigeste. Mais dans l'encadré rouge, on voit les recommandations actuelles de 8,75 marginal METs par semaine. Je porte votre attention surtout sur la mortalité pour commencer. Fait que, mortalité de toute cause, on a un risque relatif de 0,69. Fait que quand même, quand on atteint ces recommandations-là, on a une diminution de 31% là, de la mortalité de toute cause. Pour les maladies cardiovasculaires, c'est semblable, là. Fait un risque relatif de 0,71. Puis pour le cancer, comme je vous disais, la relation est moins claire, c'est 0,85. Fait qu'on a une moins grande incidence là-dessus. La notion de PIF que je vous ai parlé tantôt, le Potential Impact Fraction, ça nous montre ici on pourrait avoir une diminution de 15,66% de la mortalité si les gens atteignaient là, si tout le monde atteignait les recommandations d'activité physique. Je vous ai mis dans l'encadré bleu la moitié des recommandations parce que, comme je vous disais tantôt, il y a beaucoup de gens qui malheureusement, ne seront peut-être pas capables d'atteindre le 150 minutes d'activité physique.
Puis on voit déjà qu'on a des bénéfices très intéressants, là. Fait que pour la mortalité de toute cause, on a un risque relatif de 0,77. Fait que quand on compare la moitié des recommandations avec les recommandations actuelles, ben, on voit qu'il n'y a pas une si grosse différence en fin de compte, là. Puis même chose pour quand on vient dépasser, là, fait, à 17,5 mètres, ben, le bénéfice n'est pas si important que ça quand même. Ça reste encore moins, effectivement. Puis ça, c'est vrai pour toutes les outcomes, là, finalement. On le voit ici, là. Fait que, moi, je pense que c'est un graphique qui parle quand même beaucoup, là. Ça, c'est les résultats plus spécifiquement pour le cancer. Je vous ai mis dans l'encadré vert les résultats qui sont significatifs, fait qui ne dépassaient pas l'intervalle de confiance, qui avaient un intervalle de confiance en bas de 1. Fait que pour les cancers qui sont ici, fait que tête et cou, leucémie, myélome, gastrique, le poumon, le foie, endométrial, le côlon, puis le sein, on a toute une réduction de l'incidence puis de la mortalité. Euh, tous à différents niveaux quand même, là. On voit que tête et cou, mais on a quand même un risque relatif de 0,75, tandis que comparé au cancer du sein, c'est 0,95, là, fait qu'il est peut-être moins intéressant. Dans l'encadré rouge en bas, ben, on voit les cancers pour lesquels il n'y avait pas de bénéfice clair là, identifié. Je vais tout vous représenter ces données-là là, dans des graphiques plus visuels. J'en profite dans cette slide-là justement pour vous expliquer comment on interprète ce graphique-là. Donc, ça, c'est la courbe curvilinéaire que je vous parlais. Fait qu'on voit que c'est vraiment une courbe qui est continue. Dans l'axe des Y, c'est le risque relatif. Fait que ce qu'on se concentre vraiment, c'est sur le 1 ici. Du moment qu'on est en dessous, on sait que c'est significatif. Sur l'axe des X, ben, c'est le marginal mets par semaine. La ligne, l'intervalle de confiance, c'est la zone plus grisâtre ici que j'ai représentée par la flèche orangée, là. Les petites lignes pointillées ici, c'est là que ça devient plus complexe. Euh, c'est les méthodes statistiques qui ont été utilisées pour établir les courbes. Fait que, dans le fond, de ce que j'en comprends, c'est qu'avant la première ligne pointillée, il y a comme une formule quadratique, si on veut, là, une formule polynomiale qui nous permet d'établir cette courbe-là. Puis après la première ligne pointillée, ben, c'est comme une autre formule qui embarque pour nous permettre d'avoir une ligne continue. La première ligne pointillée, ça représente à peu près 37,5, le 37e percentile de personnes années. Puis la deuxième, c'est le 75e percentile. Passé le 75e percentile, c'est une ligne droite. Ils l'ont forcé à rester droite parce que les données étaient moins convaincantes. Il y avait moins de data là, pour faire des lignes courbes. Oups. Donc, le graphique pour la mortalité de toute cause, je vous ai remis les données peut-être plus intéressantes en haut ici, là. Mais on voit bien que déjà à 4,375 mètres, marginal mètres, ben, on atteint déjà une diminution du risque relatif qui est très intéressante, euh, comme je vous parlais tantôt, là. Pour la mortalité cardiovasculaire, c'est un peu le même principe. Je vous ai remis les chiffres ici. C'est peut-être un petit peu plus important comme différence quand on augmente au moins aux recommandations d'activité physique, là. Donc, un risque relatif de 0,71. Pour la mortalité qui est liée au cancer, comme je vous disais tantôt, ça diminue moins le risque, mais il y a il y a quand même des données intéressantes. Il y a quand même un risque relatif aux doses d'activité recommandées de 15% de moins. Ça, c'est les graphiques. Je ne veux pas passer trop de temps nécessairement là-dessus, là, mais sur l'incidence des maladies cardiovasculaires. Fait autant la mortalité que l'apparition de maladies coronariennes, d'AVC puis d'insuffisance cardiaque. On voit ici je pense que l'important, c'est surtout de voir que c'est en bas du 1, là. Incluant l'intervalle de confiance. Incluant l'intervalle de confiance, exactement. Ça, c'est l'incidence pour le cancer total. Fait qu'on voit ici que c'est encore en bas du 1. Là, encore une fois, un petit peu indigeste, mais ça, c'est tous les cancers que je vous ai nommés tantôt qui étaient où on avait des données significatives. Fait qu'on voit plus visuellement dans ce graphique-là que tous les intervalles de confiance sont tout le temps en bas du 1. Quand on dépasse le 75e percentile, ben, c'est là qu'il y en a qui deviennent peut-être moins clairs, comme on le voit notamment pour le myélome, là. Fait que tous ceux-là sont significatifs.
Puis ceux qui ne le sont pas, ben, c'est ceux que je vous présente ici. Fait qu'on voit que l'intervalle de confiance dépasse le risque relatif de 1. Fait qu'ici, pour ceux-là, ben, on ne peut pas établir nécessairement de conclusion, là. Je reviens sur la fraction d'incidence potentielle encore une fois. Fait que diminution, si tout le monde atteignait les recommandations d'activité physique, une diminution de 15% de mortalité de toute cause, 12,3% de mortalité liée aux maladies cardiovasculaires, puis 7,1% liée au cancer. Ça, c'est des données qui peuvent être utilisées quand on parle aux patients. Je pense que ça parle beaucoup quand même. Moitié du niveau d'activité recommandé, diminution de mortalité de toute cause de 10%. Fait qu'encore une fois, ça m'amène au message clé que je veux que vous reteniez. Ben, j'ai repris les Good Practice Statements de l'OMS. Ben, c'est au moins commencer à faire de l'activité physique. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut utiliser quand on essaie de faire des changements chez nos patients. C'est sûr que l'idéal, personne bien motivée, ben, c'est le 150 à 300 minutes d'activité modérée. Mais moi, je suis bien content si mon patient fait la moitié de ça avec ces données qu'on a eues dans la présentation. Fait que, encore une fois, peu de données sur des niveaux plus élevés d'activité physique. Peut-être que ça pourrait faire partie d'une étude dans le futur chez des gens qui sont plus actifs, mais dans la population générale, il n'y a pas assez de gens qui dépassent les niveaux d'activité recommandés pour qu'on puisse établir des liens clairs. Il y a un potentiel important sur la santé, oui, mais sur l'économique aussi. Fait que c'est sûr que le gouvernement, tu sais, des changements pour l'activité physique, des fois, ça peut prendre beaucoup de temps, mais ça peut venir appuyer nos recommandations d'un côté plus politique. Parce qu'il y a une diminution de 10-15% de la mortalité, ben, ça diminue nos coûts de ce même nombre-là. Fait que quand on parle de 420 millions, une diminution de 10%, ça vaut la peine quand même. Puis, je voulais réitérer encore la notion de continuum de bénéfices. On a vu vraiment qu'avec la ligne courbe qu'ils ont réussi à établir, ben, c'est vraiment dès le début que ça commence à faire effet, puis en fin de course, c'est peut-être moins intéressant, là. Ça, c'est des messages qui peuvent être utilisés par n'importe qui dans la santé, là. Fait que n'importe quel professionnel qui a affaire à un physiothérapeute, un kinésio, ben, c'est toutes des recommandations qui peuvent être données aux patients. J'ai identifié des ressources intéressantes que vous connaissez peut-être, ben, en fait, probablement déjà, mais pour les gens qui écouteraient ça à la maison, fait, je vous les ai mis ici. Il y a plusieurs choses comme la prescription d'activité physique qui peut être retrouvée dans ces ressources-là, puis des recommandations additionnelles, là. Ça ressemble pas mal à ça pour ma présentation. Je voulais remercier Dr. Frémont là, qui m'a aidé à choisir l'article puis à faire le PowerPoint, en fait. Là. Il m'a donné beaucoup de recommandations pour ça. Fait que, merci beaucoup. Puis là, je vous présente mes références. Je prendrai un moment pour répondre à des questions s'il y en a. C'est vraiment que je suis pas bonne en recherche. Si tout le monde a le net de base, pourquoi il fallait qu'il l'enlève pour faire le si je ne comprenais pas trop? En fait, c'est parce que là, on regarde l'activité non occupationnelle, puis ça inclut le transport, ça inclut des choses qui sont peut-être pas tout le temps de l'activité modérée. Fait que quand on est dans l'activité plus faible, les gens qui marchent, quoi que ce soit, ben, le taux métabolique de base va venir avoir un plus grand impact pour ces gens-là qui sont dans l'activité plus faible. Fait que, mettons que la personne dépense 2 mètres, ben, c'est la moitié qui vient du taux métabolique de base. Ça vient comme un confondant quand on garde ces données-là, quand on garde les données d'occupation aussi, là. Fait que c'est surtout pour ça qu'ils ont voulu l'enlever, là. Ça empêche de voir un impact, surtout chez les gens les moins actifs. Ouais. Puis eux, ce qu'ils voulaient voir, c'est est-ce qu'il y a un bénéfice précoce à s'activer à petite dose. Alors, ils ont enlevé un facteur qui empêchait de répondre à la question en faisant ça. C'est comme tu disais. Vous avez reformulé ce que j'ai dit. Oui, exact. Fait que c'est pour ça. Dans les risques de mortalité, est-ce qu'il y avait des. On voyait là, les cancer comme une diminution, il y avait-tu qui avait une tendance à l'augmentation de mortalité? Parce qu'on voyait le point qui avait l'air d'être un petit peu plus haut, mais qui n'était pas dans l'intervalle de contexte. Non, c'est ça. Je me demandais, ça a été abordé un peu dans l'article. Dans les cancers qui ont identifié ici, il n'y en a pas qui augmentaient. Je sais que dans l'article, ça disait, ben, il y a des notions peut-être antérieures que le cancer de la prostate peut-être pouvait être augmenté, mais ce n'était pas si clair que ça. Puis l'article ne nous permet pas non plus de conclure là-dessus, là. En fait, il faut que tu regardes ça en disant si c'était un effet favorable, puis tu essayais de dire c'est bénéfique, vous voyez, ça monte au-dessus de 1,
les gens diraient ah non, l'intervalle de confiance Non, c'est ça. dépasse largement de chaque barre, alors c'est pas significatif. Donc, il faut le lire de même dans les deux sens. Oui, c'est sûr, justement. D'accord. Ouais, c'est comme celle-là qui avait l'air d'avoir une petite tendance à dépasser le milieu. Fait que je me demandais si elle dépassait, mais l'intervalle, c'est quel âge? Ouais, c'est ça. Puis, on va permettre les bénéfices cardiovasculaires. Alors, d'une certaine façon, pour éviter ton cancer de la prostate, ça vaut pas la peine. Ça peut être intéressant d'étudier ces graphiques-là, mettons, pour des gens qui ont des inquiétudes particulières, ils ont des antécédents familiaux, ils disent moi, j'ai peur d'avoir un cancer du sein pour dire quelque chose. Si on n'est pas avec d'autres, on peut pas. On peut pas conclure. C'est ça. En plein sûr. Françoise, t'avais-tu? Dans ce genre d'études-là, c'est vraiment le risque relatif qui est intéressant. C'est de combien tu diminues tes chances de l'avoir en sachant. Là, d'avoir le risque absolu, ben, ça te permet de savoir, malgré le fait que tu es actif, tu peux encore avoir tel niveau de chance d'avoir telle maladie, mais je pense qu'il est plus intéressant pour notre rôle de promotion, c'est le risque relatif. Excuse. Ben non, c'est bien parfait. C'est pour moi qui présente. Ah, c'est ça. Alors, c'est bien correct. Excuse-moi. Fait que, ben, il est 1h03. Je ne sais pas si sur le Zoom, il y a quelqu'un qui a des questions. Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Il n'y avait pas de questions dans le chat ou quoi que ce soit. Fait que, ça me fait plaisir. On va parler du E une fois de temps en temps. Arrêtez le On va partage. parler du E une fois de temps en temps.